Donc ma gratitude à votre égard, à l'égard de François, qui a toujours été un peu un modèle d'ailleurs cette manière d'approcher, cette manière en juriste d'approcher le droit et la société. Et d'ailleurs, je dois dire aussi jalousie à l'égard du milieu belge, parce que vous avez la chance d'avoir des excellentes universités de droit, d'avoir un milieu intellectuel francophone, d'abord, c'est pas sa moindre de ses qualités, et qui n'est pas affecté par les mêmes difficultés des milieux français, avec les effets de salon, les effets d'idéologie, les effets de corporations diverses, qui finissent par être très pesants. Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver parmi vous, et j'ai ici beaucoup de têtes, que je considère comme des frères intellectuels. Alors, je voulais vous parler de une fois de plus d'ailleurs, hein, François, l'article que j'ai écrit pour ce livre, c'est le premier que j'ai écrit sur le numérique, et c'était un essai, comme je te l'avais dit, qui m'a beaucoup... je me suis lancé à cette occasion, puis après on a continué avec Jean Lassègue, pour comprendre ce qui nous arrive. Il n'y a qu'une seule morale, disait Deleuze, c'est d'être à la hauteur de ce qui vous arrive. Et bien ce qui nous arrive, c'est le numérique. C'est le numérique, alors que l'on interprète comme une révolution graphique. Une révolution graphique, c'est-à-dire une révolution de l'écriture. Alors, c'est intéressant parce que le numérique est tellement bouleversant qu'il nous oblige à regarder des choses que l'on tenait pour acquises et qu'on finissait par ne plus regarder. À commencer par le lien entre le droit et l'écriture. Alors, si on fait rapidement une relecture des précédentes révolutions graphiques, en 53 siècles, il y en a eu 4. Hein, donc c'est pas si fréquent que cela. Hein. Donc la première écriture, c'est les abjad, c'est une écriture sacrée qui s'écrit que par les consonnes, qu'on continue d'ailleurs dans les langues sémitiques, en hébreu et en arabe, qui sont des langues sacrées d'ailleurs. Qui sont des langues sacrées parce qu'elles sont intimement liées au sacré. C'est des langues par lesquelles on exprime la volonté de Dieu et par lesquelles on s'adresse à Dieu. Et la grande nouveauté de l'écriture grecque, l'écriture phénicienne, mais en fait c'est les Grecs qui c'est que c'est une écriture qui écrit non seulement les consonnes, mais aussi les voyelles. En d'autres termes, c'est une écriture qui va enregistrer les sons. Quand on lit du grec, du latin et de toutes les écritures alphabétiques, et qu'on va d'ailleurs ensuite exporter, j'allais dire, en vietnamien, en turc, etc., eh bien, c'est une écriture qui enregistre. Idée d'enregistrement, de façon à la conserver et de façon à créer une référence. Et en Grèce, c'est établi, l'écriture alphabétique, donc cette idée de décomposer la réalité pour l'enregistrer, on va la retrouver en physique et en sciences et en philosophie avec l'atomisme. Hein. L'atomisme, c'est cette idée qu'il y a une décomposition possible au plus petit élément qui est l'atome, qui est la lettre. Et on va la retrouver aussi bien sûr dans la démocratie, avec cette idée qu'une société, elle est composée d'individus, d'atomes, de lettres. Alors, c'est donc une révolution générale de l'écriture et de la compréhension du rapport au monde. Et ce n'est pas surprenant d'ailleurs que cette question du rapport au monde revienne aujourd'hui dans notre débat très, très, très contemporain. Alors, ça nous oblige à comprendre à quel point notre droit était lié à l'écriture. L'écriture, alors, il y a des pays qui sont sans constitution écrite, hein, mais la common law, c'est une écriture infinie de ce qui n'est pas écrit. Et la constitution ou le code civil, eh bien, et c'était l'idée d'ailleurs du code civil, c'est plus que la constitution dans la France du XIXe siècle, c'est qu'on va tout écrire dans un langage simple, accessible, compréhensible, de façon à ce que ça fasse référence pour la vie entre les citoyens. Si on vient un peu en arrière, j'avais un débat à la faculté de théologie protestante de Montpellier lundi sur
le fondamentalisme, le radicalisme. Et il y avait un théologien qui nous a expliqué en quoi le fondamentalisme est lié à la révolution de l'imprimerie, ça c'est très connu, et avec cette idée que le texte est disponible à chaque individu et qu'on peut l'invoquer contre l'autorité spirituelle de l'Église d'abord, mais c'est le même mécanisme mental, structurel, que d'invoquer une disposition de la Constitution contre le pouvoir. C'est-à-dire que sola scriptura, l'écriture et rien que l'écriture, parce que l'écriture, je l'ai chez moi. Et donc, cette idée que l'écriture introduit un coin entre le pouvoir et l'individu. L'individu, c'est toute la dynamique de la modernité est liée, comme on le voit, à cette révolution, cette autre révolution graphique. Alors, c'est tout à fait dans la continuité de droit, mythe et raison, parce que dans droit, mythe et raison, vous expliquez en quoi le droit, l'écriture du droit, est liée à des mythes sous-jacents, et qu'on ne pouvait en extraire la raison juridique qu'à la condition de combiner le texte et le rituel ou les représentations du législateur rationnel, etc. En d'autres termes, vous avez montré que, dans les termes de Cassirer, qui sont ceux qu'on reprend avec Jean Lassalle, que le droit était une forme symbolique. Il était une forme symbolique en ce que l'écriture permettait de réunir une raison raisonnante et une instance rituelle et un ensemble de mythes. Or, c'est cette association qui fait le droit qui se défait avec la révolution numérique, qui se défait parce que le numérique, en tant que nouvelle écriture, est une nouvelle écriture extraordinairement perturbante, parce que cette écriture décompose, c'est une écriture qui n'est pas directement lisible, c'est une écriture qui pousse le sens et la production de signification dans sa phase initiale du programmateur et dans la phase finale de celui qui arrête la computation et qui interprète ce qui a été produit par cette écriture numérique. Donc, c'est une écriture qui est muette, et c'est une écriture qui va créer un nouveau régime c'est beaucoup plus qu'un régime de sens, qui crée un nouveau régime d'être, on pourrait dire, de la même manière que je disais qu'en Grèce, l'écriture permettait la décomposition, et permettait la décomposition en atomes ou en lettres ou en individus. Eh bien, là, on voit apparaître une nouvelle nature du monde qui est le graphique. Qu'est-ce que c'est que le graphique? Eh bien, le graphique, c'est cette opération qu'opère l'écriture numérique entre l'initial et le final, c'est-à-dire lorsqu'elle décompose tout dans ce nouvel équivalent universel qui sont les suites de nombres. Suite de nombres dans laquelle on écrit aussi bien les instructions que la matière instruite, et donc qui a la même forme. Et le graphique qui a une particularité extraordinaire, très perturbante, c'est qu'il transcende en quelque sorte les distinctions fondamentales dans lesquelles nous évoluons, qui sont les distinctions entre la nature et la culture, sujet, objet. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, parce que ce sont les propriétés de cette écriture qui est muette et qui s'alimente elle-même. Alors, qu'est-ce que ça donne en droit? En droit, ça veut dire que le droit n'est plus exclusivement produit par la forme scripturaire de la volonté législatrice ou judiciaire, mais qu'il y a l'apparition d'une possibilité de faire dire mieux que les juges ou mieux que les législateurs ce que les juges ou les législateurs ont voulu dire. Alors je vais vous donner un exemple pour que mon propos ne soit pas trop abstrait. Aujourd'hui, on dit le droit du travail, c'est très compliqué, il y a des tas de dispositions, ça change tout le temps, les ordonnances Macron, etc.
moi, en mettant au travail les robots, je vais trouver une courbe normative. La courbe normative, ça veut dire qu'en matière de licenciement, eh bien, pour trouver les indemnisations, je vais pouvoir, alors c'était surtout vrai après les ordonnances Macron qui ont un petit peu changé les choses, je parle pour les travaillistes qui sont là, mais c'est seulement pour l'exemple. C'est de dire, bien, il y a quelque chose qui est à la fois intuitif et contre-intuitif, c'est que dans le fond, l'indemnisation augmente en proportion de la durée de l'entreprise pendant un certain temps. Puis après, il y a un palier. Au bout d'un certain temps dans l'entreprise, il y a un palier, qu'on ne soit resté 12 ans ou 18 ans, finalement l'indemnisation est identique. Et puis en fin de contrat de travail, tout à fait contre-intuitif, ça baisse. Bon. Et ce que disent ces robots, ces éleveurs de robots juridiques, disent, bah, écoutez, vous les juristes, vous dites ce que vous voulez, vous écrivez ce que vous voulez, mais voilà, le droit, c'est ça. Et à chaque fois, dans la France et Navarre, il y a une décision qui est rendue dans ce domaine, et bien moi je la compute immédiatement, je l'introduis dans ma machine et qui précise, et en fait c'est une précision à la marge. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on croise cela avec la fameuse phrase de Holmes, Oliver Wendell Holmes, où il dit, qui est la phrase, le mantra du réalisme juridique, Holmes dit, bah, pour moi le droit, c'est pas ce qui est écrit dans les livres de droit. Le droit, c'est ce que décident les juges, point barre. Parce que c'est le réalisme, vous connaissez ça par cœur. Alors ça veut dire, si on continue de... Ça veut dire que la volonté du droit, ce que vont décider les juges, dans le fond, les juges ne le connaissent pas. Ça, comment dirais-je, si je fais un aparté de mon expérience professionnelle, c'est quelque chose qui est tout à fait saisissant, c'est que quand on rend des décisions de justice, on essaie de s'appliquer pour rendre une décision la plus cohérente et la plus adaptée à la singularité des cas qui est soumis. Et en même temps, on a très difficilement une vision longue de sa propre production. Et une des premières utilisations du numérique, c'est pour les juges de savoir ce qu'ils ont décidé eux-mêmes, mais dans un nouveau rapport au temps et à l'espace, de la manière que la géolocalisation est à plus de 80% une auto-géolocalisation. C'est pour ça que ceux qui disent oui, sécuritaire, on surveille, l'état de surveillance, oui, mais on se surveille soi-même et on surveille les autres d'abord avant d'être surveillé par un grand, parce que les premiers usages de l'informatique sont des usages qui sont faits pour se connaître soi. Je ferme la parenthèse. Et alors donc, ça veut dire que désormais, sans passer par les mythes, sans passer par les rituels, sans passer par l'organisation judiciaire qui fait que la parole de justice est toujours, comme vous l'avez montré, est toujours une parole qui rencontre une proposition rationnelle vectorisée par l'écriture et un acte social qui est l'organisation judiciaire, universitaire, etc. C'est ça la vie du droit. Là, il y a une dépossession de la production du droit en disant le Code civil dit cela, c'est très bien, les juges, etc. Mais pour savoir quelle est la vérité du droit, la vérité opérationnelle du droit, eh bien, il faut passer par des machines qui vont dire, eh bien, en réalité, l'indemnisation du point d'invalidité, c'est tant, en réalité, en fonction de vos affaires. Et alors, je ne rentre pas dans les détails, parce que ça devient vite extrêmement complexe, par rapport à la statistique, qui donnait des caractéristiques générales, la puissance du numérique, c'est de dire, mais en fonction de votre cas à vous, de vos coordonnées, de vos pratiques, de pratiques alimentaires en matière sanitaire, c'est extraordinaire. En fonction de votre capital génétique, vos pratiques alimentaires, vos modes de vie, vos formes de vie, eh bien, on va donner une probabilité extrêmement précise que vous développiez un cancer du rein, etc. Donc, ça veut dire qu'entre l'émetteur de droit et son effectivité, entre son existence sociale, eh bien, s'immisce une nouvelle logique et qui est détenue par un tout petit nombre de gens, les informaticiens, les ingénieurs, qui nous rendent tous analphabètes.
nous sommes tous devenus, alors qu'on a mis des siècles, et que ça a été un effort politique intense, qui était orienté à un accomplissement démocratique, qui fait que tout le monde s'alphabétiser, c'est donner un accès égal à un texte de loi, entre autres, et à beaucoup, beaucoup d'autres choses. Eh bien, désormais, il y a un nouvel intermédiaire qui est un drôle d'intermédiaire d'ailleurs, qui va s'immiscer entre nous et nous-mêmes à travers le numérique, en passant par cette sphère graphique, encore une fois, qui est extrêmement perturbante, parce que c'est pas qu'elle dédouble uniquement le monde de la perception, c'est qu'elle dédouble et elle parasite l'univers de la perception. Ça veut dire que, eh bien, il y a des catégories de nouveaux professionnels du droit qui vont introduire la logique technique et la logique du marché dans l'accès au texte de droit. Et que demain, pas demain, d'ailleurs aujourd'hui, dans un nombre de plus en plus grand de secteurs, eh bien, si vous voulez tenter une action, vous trouvez des chances de probabilité de succès, etc., eh bien, il faut utiliser des machines qui coûtent fort cher, un savoir extrêmement précieux parce que rare. Alors, pour conclure, sur une note peut-être plus philosophique, aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment cette affaire est tellement nouvelle qu'on ne sait pas comment la comprendre. On ne sait pas comment la comprendre parce qu'elle est facilement, la technique comme toujours, elle est fétichisée, on pense que c'est la technique, cette révolution graphique qui entraîne à la seule le changement, et c'est pas vrai, parce que l'exemple grec, comme l'exemple mésopotamien, montre qu'en réalité, le changement de l'écriture n'est jamais dissociable de beaucoup d'autres facteurs, qui sont des facteurs démographiques, des facteurs historiques, des facteurs religieux liés au monothéisme, à la Grèce antique, etc. Et nous sommes peut-être même au début de la même transformation. Alors, on a beaucoup de propos enthousiastes et un peu ridicules, souvent d'ailleurs, sur les prouesses que pourrait faire la technique. On a aussi beaucoup de propos pessimistes sur la déshumanisation, l'expulsion de l'homme du monde, parce que l'homme est absorbé en quelque sorte par la machine, et le juriste n'échappe pas à cette réalité. Donc, la question qui nous posait, mais je n'aurai pas le temps de la développer, c'est de nous armer à la fois pragmatiquement, techniquement et philosophiquement pour comprendre ce qui nous arrive et pour le saisir en mobilisant la tradition philosophique, en mobilisant l'histoire très très longue. Je me tourne vers Robert Jacob, l'histoire très très longue, et qu'on va revoir, qu'on va relire, qu'on va revisiter avec un regard nouveau qui nous est imposé en quelque sorte par cette révolution. Merci.